Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier atelier arbitrage. Euh, Merci de nous avoir rejoints et de participer à celui-ci. Alors, il s'agit sûrement pas d'un cours magistral où je monologue tout seul, hein. Ça va être le plus interactif possible et j'encourage vivement tout le monde à y participer. Que ce soit les nouvelles pour poser des questions, ou les plus expérimentés pour compléter avec des précisions, ou me corriger si je dis des bêtises. Voilà, c'est pas juste une personne qui monologue, voilà, j'ai préparé un peu de matière pour pouvoir alimenter le sujet, mais voilà, tout le monde est libre d'y participer. Je garde en permanence le chat ouvert sous les yeux pour celles et ceux dont le micro ne fonctionne pas. Ainsi, vous pourrez interagir à l'écrit. Je ne manquerai pas de vous lire à voix haute pour que ça puisse être retransmis dans la rediffusion. Et, euh, et voilà, comme ça tout le monde vous pourrez participer même si vous n'avez pas un bon micro. Et sur ce, on peut commencer. Tout d'abord, en guise d'introduction de cet atelier, je propose de vous inspirer de la devise des Titans pour savoir que voulons-nous. En effet, il est important d'avant toute chose de définir nos objectifs et on pourrait dessiner deux grands axes. Tout d'abord, on cherche la sécurité sous toutes ses formes, donc physique et morale, c'est-à-dire pas seulement pour éviter les blessures corporelles, mais aussi en cherchant le bien-être et le respect pour tout le monde, pas seulement pour les personnes directement impliquées sur le terrain, mais aussi les spectateurs qui assistent au match et les personnes qui œuvrent en dehors du terrain pour la bonne tenue de l'événement. Et un deuxième axe sera l'équilibrage du jeu, également pas seulement en ne favorisant pas une équipe plus qu'une autre, mais aussi en veillant à ce que les protocoles prévus par les règles soient bien réalisés correctement, afin que tout le monde évolue dans le même cadre. Et pour cela, quels outils, quels moyens pouvons-nous mettre en œuvre afin d'accomplir ces objectifs? De d'abord une connaissance pointue des règles de la théorie. Donc ça consiste à travailler régulièrement en lisant, relisant, relisant le livre des règles jusqu'à savoir le réciter quasiment par cœur selon le degré d'arbitrage qu'on veut avoir. Et aussi harcelé de questions ceux qui ont plus d'expérience. C'est parce qu'il y a non seulement de la théorie, mais aussi la pratique qu'on ne voit pas dans les PDF écrits sur le texte noir sur blanc. Il y a beaucoup de trucs et astuces qui sont très bons à apprendre en observant les autres et en leur posant des questions. Un autre point aussi, c'est être en permanence attentif. Alors ça vaut pour tous les arbitres du monde, mais aussi en particulier pour ce sport de dingue où 4 balles évoluent en même temps sur le terrain. Ça commence donc par ne pas être passif en regardant de loin, mais en suivant l'action en étant le plus proche possible. Et naturellement en cherchant à accumuler de l'expérience, en participant au plus de matchs possibles en tant qu'arbitre, que ce soit aux entraînements ou dans les tournois fantaisistes où on peut s'inscrire un peu plus facilement, un peu plus librement. Voilà. Et un autre point aussi qui est très important, c'est savoir se faire entendre et écouter via une autorité qui s'articule autour d'une voix forte, donc en sachant se faire entendre. C'est parce que si on murmure pour sa barbe, ça sert à rien. Et en sachant énoncer clairement les décisions qui ont été prises. Donc lorsqu'il y a un arrêt de jeu, par exemple, parce qu'on n'était pas sûr, ou parce que finalement on a décidé, oh finalement il n'y a aucune faute, on dit clairement arrêt de jeu pour discussion arbitrale, mais on ne laisse pas le public, entre guillemets,
en suspens pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu ceci, pourquoi est-ce qu'il y a eu cela. Voilà, il faut que tout soit clair dans notre esprit pour tout le monde. Euh, voilà dans un premier point. Avant que je passe à la suite, est-ce que vous souhaitez réagir, poser des questions ou compléter, rajouter des choses? À vous la parole. Hello. Vas-y. Vas-y, Guillaume. Non, c'est pour ça que j'avais pas de questions de remarques. Pour pas laisser en blanc. Ok, ça marche. Moi, du coup, juste sur ce que tu disais là le dernier point, décision énoncée clairement, et tu disais du coup, faut que tout soit clair dans notre esprit, mais enfin, presque. Enfin, moi, je dirais presque à l'inverse, faut que ce que vous communiquez soit clair, même si c'est pas exactement clair pour vous intérieurement, il faut que, enfin, extérieurement, ce soit, enfin, toujours avoir entre guillemets un peu plus d'assurance que ce qu'on a et pas forcément, enfin, faire n'importe quoi et s'entêter et pas du tout écouter les autres, mais en tout cas, clairement, il faut, enfin, même si vous êtes par exemple pas exactement sûr de ce qui s'est passé ou quoi, il faut communiquer clairement une chose parce que rien communiquer du tout, c'est ça la porte ouverte à, enfin, à ce que, à ce que, enfin, ça s'échauffe, etc. et que du coup on perd en sécurité. Euh, et voilà. Et moi, il y a beaucoup d'arbitres européens qui m'ont dit sur les dernières IQC quand j'ai arbitré, parfois on dit 51% sûr, c'est 100% sûr. C'est ce qu'on dit en général aux AR. Donc en fait, ça veut dire même si vraiment, enfin, en gros, t'es 51% sûr de quelque chose, ben, en fait, il faut que tu l'annonces comme, enfin, c'est ce que je décide et quitte à après se rendre compte que c'était une erreur ou quoi, enfin des erreurs tout le monde en fait, mais, euh, mais voilà, en tout cas, faut se prendre une décision et se tenir à un truc quoi. Ok, merci beaucoup pour ce complément, en effet, qui avait bien besoin d'être souligné. Est-ce que quelqu'un d'autre va rajouter, Mélanie? Eh Non, ben, rien à rajouter de mon côté. d'accord. Eh ben, sur ce, je vous propose de passer sur le point suivant qui est plus précisément quels sont les rôles des arbitres et leur position sur le terrain. Alors tout d'abord, nous avons un arbitre principal ou head referee noté HR. C'est cette personne-là qui va énoncer les décisions de l'équipe arbitrale. C'est la seule personne qui est capable de donner des pénalités, qui peut arrêter le jeu pour la grande majorité des cas. On verra, c'est que l'arbitre de flag le peut, mais c'est surtout lui qui va, ou elle qui va arrêter le jeu lorsqu'il y en a besoin, qui va le faire redémarrer. C'est cette personne-là qui va aussi administrer les différents protocoles, que ce soit les expulsions, les pénalités, les remises, les changements de position de balle lors des arrêts de jeu, etc. Qui va statuer de la validité des buts aussi. Voilà, en quelque sorte, si on pouvait résumer une équipe arbitrale, faire l'analogie avec un tribunal de justice, ce serait un peu comme le juge qui va rendre la décision officielle, qui aura le dernier mot, et il est accompagné de plusieurs arbitres assistants, nommés Assistant Referee AR. Il y en a 2 minimum, 4 maximum d'après les règles. Et ces personnes-là vont regarder tout ce que le AR ne peut pas regarder. Donc si le HR regarde la balle de volée, donc le soft, les AR vont surtout se concentrer sur les jeux de dodgeball qui peuvent se passer un peu plus loin ou derrière son dos, hein, comme par exemple dans cette situation on voit que l'attaque a surtout l'air d'être menée à gauche et on a par exemple
une bagarre entre battleuses qui se passe tout derrière ici, derrière le dos du HR, et qui est surveillé par cet AR-là, par exemple. Les AR s'occupent aussi de ramener sur le terrain les balles qui sont sorties du terrain. Et voilà, ce sont les principales fonctions des AR. Tout ceci, d'ailleurs, toutes les fonctions des arbitres peuvent être retrouvées dans le livret de règles, dans le chapitre 10, section 1, voilà, si vous voulez tout revoir en détail. Et on remarque aussi qu'on a un AR particulier avec un petit L ici pour Lead Referee. Alors cet AR-là va avoir des fonctions un peu similaires au HR au niveau de la surveillance, parce que contrairement aux autres AR qui surveillent les dodgeball, celui-ci, le Lead AR, va regarder aussi le SWAFL en même temps que le HR, afin de doubler les points de vue et être sûr que de ses décisions, que les contacts sont bons, qui a possédé la balle, etc. S'il n'y a pas des sorties notamment. En fait, déjà ce rôle est complètement facultatif. Il peut y avoir 4 AR sans aucun lead. C'est le HR en début du match qui décide j'en veux un ou j'en veux pas. Et s'il y en a un, ce LAR va se placer à l'opposé des anneaux par rapport au HR. Vous voyez, on a une sorte de diagonale qui se dessine entre le HR et le LAR qui coupe les anneaux. Et le LAR se met donc à l'opposé du HR pour pouvoir couvrir tous les points de vue par rapport au HR. Et avec cette position-là, le LAR anticipe les passes qui peuvent être faites et que le HR ne peut pas suivre. Donc si au début de l'attaque, la balle de volée va être ici à l'entrée de la zone de la gardienne, tout à coup l'attaque va faire une passe à notre attaquante ici, et la chair ne pourra pas suivre la balle en courant de toutes ses jambes, mais le LAR est déjà placé pour pouvoir regarder tout de suite les réceptions, les plaquages, s'il y a une sortie éventuellement ici, etc. Voilà, donc encore une fois c'est facultatif, hein, c'est le HR qui décide s'il en a envie ou pas. Il est vivement recommandé d'avoir sa certification de HR pour pouvoir tenir le hall de LAR. Et voilà. Ensuite, nous avons le timekeeper ou score skipper, qui sont les arbitres de temps et de score. Et comme leur nom l'indique, elles s'occupent de gérer les chronomètres pendant les temps de jeu, donc en les démarrant pendant les temps de jeu, en les arrêtant pendant les arrêts de jeu, en surveillant aussi les temps morts demandés par les équipes, qui doivent durer 1 minute, ou aussi pour les fortes chaleurs. Et l'arbitre score non seulement gère l'affichage du score des deux équipes et du score cible en cas de prolongation, mais aussi tient l'historique des pénalités et des raisons des pénalités pour chaque joueuse durant le match. Voilà. Ah oui, aussi une petite parenthèse que j'ai oublié de préciser, entre le HR et le LAR, il est préférable que le HR soit dans la moitié de la table la moitié la plus proche de la table des arbitres de temps et de but, afin de pouvoir plus facilement communiquer ses décisions, ses pénalités, etc. Et donc le LAR, logiquement, va couvrir la seconde moitié opposée à la table des arbitres. Voilà pour donc la table des arbitres. Nous avons également la porteuse de flag, surveillée par son arbitre de flag, qui va surtout évoluer sur la ligne du milieu. Alors, théoriquement, d'après les règles, c'est à partir du premier handicap, donc 5 minutes après son entrée, que le porteur de flag doit rester près de cette ligne médiane. Mais il est très vivement apprécié que le fasse dès le début. Voilà, afin d'avoir plus d'impartialité envers les deux équipes. Donc voilà, si vous avez déjà joué au quadball, vous savez que ce porteur de flag est partie intégrante du jeu, puisqu'elle définit la fin du match dans la grande majorité des cas. Et la flag referee est exclusivement... sa fonction est d'exclusivement regarder la validité de l'attrapage en vérifiant que
ça s'est bien fait au regard du chapitre 8, livret de règles et 6.3. Et en nommant les bits, les éliminations et les saves pour les attrapereuses, et en vérifiant que la tenue du flag est correctement portée, voilà, qu'il n'y a pas de mauvais plis, que le flag est bien accroché, etc. Oui, lorsque je marque deux noms, c'est que celui à gauche c'est le minimum, celui à droite c'est le maximum. Et pour les arbitres de temps et de score, ce rôle-là peut être tenu par une seule personne, mais voilà, c'est préférable qu'il y en ait deux pour pouvoir se répartir les tâches. Et enfin, nous avons les arbitres de but qui vont soulager la surveillance du HR en regardant si la balle de volée ou le soif traverse les anneaux ou pas. Parce que comme le HR a 42 000 paramètres à gérer avec les contacts, les sorties, etc., les bits, pass after bit ou réception after bit, etc., il peut être difficile pour le HR de voir si la balle est passée en dessous, à côté de l'anneau. Et donc c'est le HR qui va visser ses yeux sur les anneaux pour vérifier la balle rentre dedans ou ne rentre pas. Il s'occupe également de réparer les anneaux lorsqu'elles sont tombées. Donc on en a un exemple ici, puisque l'attaque est menée à gauche dans cet exemple. L'arbitre de but à droite, qui n'a pas d'action près de lui, est en train de remonter les anneaux avec Essine. Ces rôles-là sont théoriquement facultatifs, mais il est très très vivement conseillé d'en avoir à chaque match, parce qu'il y a beaucoup de choses à surveiller en tant que HR, et si les arbitres de but peuvent soulager cette charge, c'est très très apprécié. Voilà. Et tout ce beau monde est là pour encadrer le jeu représenté par ce beau bordel. Et le mot le plus important de ma phrase, c'est encadrer. En effet, on remarque que les AR sont à l'extérieur du jeu et ne laissent personne, ni les joueuses, ni les balles derrière elles, afin de toujours avoir les yeux dessus. En effet, quand j'étais arbitre, j'ai vu des fois des AR qui laissaient des joueuses passer derrière. Et du coup, s'il y avait un contact illégal, s'il y avait une sortie qui était là pour l'administrer, et ben personne. Voilà. Donc, il est très important que les airs sachent bien encadrer le jeu, ne laissent personne derrière. Et ils sont également placés au plus près du jeu, pas à l'extérieur si c'est trop loin, mais se rapprochent au maximum du jeu pour pouvoir être sûr de non seulement bien voir, mais aussi se faire entendre lorsque elle lance des directives. Il en est de même aussi pour les arbitres de but qui ne sont pas coincés derrière la ligne du fond, mais qui ont le droit et donc le devoir de se placer dans le terrain afin d'être sûr et certain de bien voir, d'avoir une très bonne vision très claire de ces anneaux. Si le HR le demande, alors il y a eu but ou pas, et il dit ah j'ai pas bien vu, au secours, c'est la panique. Donc les arbitres de but, vous avez le droit de rentrer dans le terrain pour bien voir, et donc faites-le. Naturellement, ne gênez aucune trajectoire des joueuses et des balles. Voilà. Et j'avais un autre point à voir, mais non plus. Oui. Là, apparemment, on a un... Ah oui, c'était pas une bagarre entre battleuses, mais une procédure de remplacement que ce AR-là est en train de surveiller. Oui, c'est ça que j'avais dessiné. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour ce point-là. Avant que je passe à la suite, souhaitez-vous réagir, poser des questions, me corriger si vous n'êtes pas d'accord ou rajouter des choses? La parole est à vous. Juste sur le encadrer le jeu, enfin soit tu peux te tourner sur tes pieds même pour regarder un truc qui se passe derrière toi, mais en tout cas ce qui est hyper important c'est
bien communiquer entre équipes sur qui regarde quoi, et ça c'est hyper ça donne d'autant plus de confort quand justement on est en mesure de se dire ce contact là, toi t'es dessus, ok je vais ailleurs, et du coup voilà. Et aussi pour les AR, ramener les balles, oui, quand on est sûr qu'on n'a rien d'autre à faire, au sens où par exemple un arrêt de jeu ou quoi. Et sinon, il vaut quand même beaucoup mieux regarder s'il y a du jeu qui est en cours euh, qu'être en train d'aller chercher la balle. Et on peut dire à quelqu'un, et on doit dire d'ailleurs à qui est cette balle. Euh, et, et du coup, voilà, moi je sais que ça m'est arrivé en tant que joueuse ou en tant qu'arbitre d'être en mode ça tu l'as vu, bah non j'étais en train d'aller chercher la balle. Bah en fait non, aller chercher la balle, c'est pas le truc le plus important, donc même si on a envie d'être sympa pour les joueuses et tout, c'est ce qu'on fait si on a la possibilité et le temps de le faire, mais c'est pas prioritaire, quoi, je trouve. Oui, c'est très bonne remarque, d'autant plus qu'il est important de préciser aux joueuses, toi tu vas chercher la balle et pas toi, parce que une seule personne peut aller la chercher, afin d'éviter d'avoir deux joueuses adverses qui se précipitent hors du terrain pour aller chercher la balle, et qui peut risquer d'y avoir un plaquage hors du terrain, quelque chose impossible à voir. Déjà qu'il y a énormément de choses à voir dans 60 x 33 mètres carrés. Si en plus on s'amuse à aller faire du jeu à l'extérieur de ce cadre-là, on s'en sort plus. Donc d'où la nécessité de préciser une seule personne, toi tu y vas, et tous les autres, vous restez sur le terrain. Merci pour cette précision. En effet, quand j'ai dessiné mes schémas, j'ai pas osé dessiner cet AR à l'intérieur de Circular pour pouvoir bien schématiser, bien faire comprendre que le jeu à survie est ici. Mais tu as remarqué juste, en effet, ce AR-là peut être à l'intérieur et se retourner pour regarder ce qui se passe ici. Mais par contre, là où je partage, c'est qu'effectivement le positionnement est hyper important, et, et aussi ça implique, beaucoup de gens se disent bon, par exemple, je peux être AR sans courir. Et moi, la première, j'ai déjà dit oui, je suis blessée à la cheville, mais je peux quand même arbitrer. Et en fait, non. Si on peut pas courir, on peut pas arbitrer, globalement. Faut se rappeler de ça aussi, parce que un arbitre qui court pas, c'est pas un bon arbitre. Oui, c'était d'ailleurs une des raisons pour laquelle on avait demandé de faire AR au dernier week-end, parce que le HR avait mal au genou et ne pouvait que se permettre de faire des allers-retours entre les anneaux, et il avait du mal à se permettre de couvrir tous les 60 mètres terrain, enfin toute la longueur de 60 mètres. C'est aussi pour ça qu'il avait besoin d'un LAR pour pouvoir couvrir toute la zone derrière les anneaux, faire ses allers-retours. Si une autre chose aussi, ah oui, voilà, on remarque que les AR, en imaginant même que celui-ci soit simplement AR sans le L, euh, les AR n'hésitez pas à aller derrière les anneaux lorsque ceux-ci se font attaquer. Ne restez pas entre les deux anneaux. Cette règle n'est effective que pour la porteuse de flag, mais nous qui devons tous surveiller sur tous les points de vue, nous devons aller euh, couvrir tous les points de vue. Parce que si on est 42 000, enfin si on est 4 ici, là, et personne de l'autre côté, hormis le GR, euh, on, une personne qu'on passer devant, et donc on couvrir la même vue pour tous les trois, du coup ça sert à rien. Donc on va derrière les anneaux, et, on fait translater ce même jeu de l'autre côté. C'est-à-dire que là on a une sorte de rectangle qui est dessiné par les 4 AR là, et si ce rectangle est plutôt à gauche, comme l'attaque est à gauche, ce rectangle suit lorsque l'attaque va aller de l'autre côté, et ce sont ces deux AR-là qui vont aller derrière les anneaux, ceux-là vont être sur la zone du gardien, etc. Donc, comme l'a très bien dit Alice, quand on est arbitre, on est très actif, on doit beaucoup se déplacer, et on doit en couvrant tout le terrain.
Et bien, sur ce, si on n'a pas d'autres points à rajouter, je propose de passer au point suivant, si vous le voulez bien. Alors, nous allons aussi parler des certifications d'arbitre. Alors, j'ai ici alors ça c'est la capture d'écran. Ah oui, c'est la capture d'écran du site de l'IQA. Donc comment on fait pour s'y rendre? Mais j'ai pas assez zoomé. Je suis désolé, c'est un peu petit. Bon, j'essaie de décrire. Donc sur le site de l'IQA, on va sur l'onglet Events Referee Hubs. Et en cliquant dessus, hop, on arrive sur cette page dans laquelle on se crée son compte d'arbitre. Et c'est là-dedans dans lequel on accède aux différents tests. Si dans cette arborescence, comment sont s'articulent un peu ces certifications, alors tout en bas des pointillés, il y a l'arbitre de but qui n'a pas besoin de certification, puisqu'il s'agit d'être attentif sur la balle qui traverse ou non l'anneau. Il suffit d'avoir de bons yeux, pas besoin d'une connaissance très approfondie de la théorie des règles. Il faut juste bien regarder. Les certifications commencent à partir de l'arbitre de but, donc qui est indépendant. On peut l'obtenir seul. Et par contre, par rapport aux 3 autres certifications, il est nécessaire d'avoir sa certification d'arbitre assistant avant d'avoir accès au test d'arbitre principal et d'arbitre de flag. On peut obtenir les deux indépendamment, soit l'un, soit l'autre, soit aucun des deux, soit les deux. Mais voilà, il est d'abord nécessaire d'avoir la certification de AR avant de passer les deux. Pour tous les tests, il faut obtenir 80% de réussite, de bonnes réponses. Et on a droit à 6 tentatives avant la prochaine publication avant la publication du prochain livret de règles. Les règles sont mises à jour environ tous les 2 ans. Donc voilà, ça fait environ 6 tentatives en 2 ans. Et dans ce petit tableau, je répertorie les différentes caractéristiques de ces différents tests, à savoir le nombre de questions, la durée pour chaque test, l'intervalle à attendre entre chaque tentative, puisqu'on ne peut pas enchaîner toutes les tentatives d'un seul coup, il y a un délai à respecter entre chaque tentative, et l'éventuel coût pour la certification, ce qui ne concerne que la certification d'arbitre principal, qui coûte 15$ pour accéder aux 6 tentatives. Je dis bien 15$ pour les 6 et non pas 15$ pour chacune des 6. Et si je ne me trompe pas, pour une parenthèse exclusive à l'équipe de Lyon, on a un message de Clara, donc la présidente de l'asso, qui dit que ces 15$ sont payés par l'asso. Est-ce que Alice ou Mélanie veulent bien confirmer que je raconte pas des bêtises? Oui, c'est toujours le cas dans l'ASSO de Lyon. Et que du coup, le passage à Cher, il est pris en charge par l'association. Oui, alors aux dernières nouvelles, on prenait en charge le premier essai. Et En fait, c'est ce qu'il a rappelé, c'est que du coup, tu repayes pas à chaque fois. Genre, tu payes 15 et ça te couvre tous les essais. Ok. Et juste, Dmitri, c'est AR, puis FR, puis HR. Mais c'est pas, enfin, c'est un point de détail, mais pour passer HR, il faut avoir passé FR et AR. Justement, non. On peut le passer indépendamment. On peut passer AR puis HR sans FR, ou AR puis FR sans HR, ou les deux, peu importe l'ordre. Ouais, il n'est pas nécessaire. Ok, bah ça a changé alors. Oui, Ça a changé, j'ai mais passé ça le marche. test en mars 2022 et je ne sais pas du tout comment ça fonctionnait avant. Voilà.
Oui, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions, d'autres compléments avant que je passe à la suite? Ok. Et ben, sur ce, on peut commencer à voir maintenant les différentes ressources qui peuvent nous être proposées pour nous améliorer en tant qu'arbitre. Alors tout d'abord, il y a la Bible de l'arbitre, bien évidemment le livret de règles, disponible sur le site de l'IQA. La version actuelle est celle de 2022, rédigée en anglais, pour la version originale que je conseille vivement d'avoir comme source, quoi, parce que c'est là où forcément il y a le moins de fautes, puisque c'est le document original. Alors au moment où j'avais fait mon diapo, oui, il y avait la version française de 2020, plus l'excellente présentation de Maxime Grazzini, qui a donc présenté les nouveautés des règles de 2022 par rapport à celles de 2020. Et à titre personnel, j'avais profondément étudié le livret de 2020, plus la vidéo de Maxime Grazzini avec les nouvelles règles. Et simplement avec ces deux supports-là, j'ai réussi mes tests d'arbitre de 2022 avant même d'avoir ouvert le livret de 2022. Tout ça pour dire tellement Maxime a fait du très bon travail dans sa présentation, où c'était vraiment clair et limpide. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Tiffen, qui avait organisé cette présentation, avait fait un bot Discord pour pouvoir gérer les demandes de questions. On devait lever la main et ça crée une file d'attente en fonction de qui avait levé la main en premier, deuxième, troisième, etc. Et finalement, ce bot a servi à rien parce qu'il y avait si peu de questions, parce que cette présentation était hyper claire. Il y en a eu, hein, quelques-unes, hein, mais c'est juste des compléments pour les petits détails les pointilleux. Et voilà. Mais tout ça pour dire que allez voir cette présentation des nouvelles règles qui est très bien faite, très bien expliquée, très bien schématisée aussi. J'espère que mon diapo sera aussi clair que le sien. Et donc, ce cumul des deux donne le livre des règles en français pour la version 2022, qui a été récemment publié par la FQF il y a seulement quelques jours. Et là, je pose un gros cependant. On a constaté quelques petites erreurs dans cette version en français qui sont en train d'être corrigées, pas seulement au niveau des fautes d'orthographe qui font tomber par terre ou de la syntaxe rigoureuse, mais véritablement au niveau des certaines informations qui sont erronées. Et alors ça va être très rapidement corrigé, hein, ne vous en faites pas, je suis sur le coup pour que ça avance vite. Mais mon conseil, c'est que si vous avez téléchargé le PDF, supprimez-le. Si vous ne l'avez pas téléchargé, ne le faites pas encore. Et surveillez la communication de la FQF, qui va bientôt partager une nouvelle mise à jour de ce PDF, et qui aura donc remplacé celui qui était publié il y a 3-4 jours, si on peut dire. Voilà. Mais ça va arriver très vite, hein. On est sur la fin du boulot. Voilà. Et ensuite, on a quelques petits outils que je voudrais vous partager. Donc, Alice a déjà pu découvrir de quoi il s'agit. Nous avons Ankydroid, qui est une application gratuite qui est très bien faite pour apprendre du par cœur. À titre personnel, j'utilise pour apprendre du vocabulaire dans des langues étrangères ou pour apprendre les pénalités infligées en tant qu'arbitre en fonction des différentes fautes, ainsi que les gestes d'arbitrage. Oui, parce qu'on a carrément tout un code gestuel pour communiquer en tant qu'arbitre. Et voici comment ça fonctionne. En fait, c'est comme des cartes recto-verso avec questions sur le recto et réponses sur le verso.
Donc ici, la question est posée, voici une faute que tu vois en tant qu'arbitre, quelle pénalité est-ce que tu mettrais dessus? Je réponds dans ma tête, je mettrais un carton jaune. Et je clique sur afficher la réponse, et paf, je vérifie ce que je me suis dit dans ma tête par rapport à ce qui était noté. Et je clique sur l'un des 4 boutons en bas, donc vers la droite si j'ai répondu hyper facilement, j'ai aucune difficulté, donc c'est plutôt vers la droite. Si j'ai un peu hésité, c'était pas trop ça, ou j'ai mis un peu de temps avant de me retrouver, ça va être vers le milieu. Et là où si je me suis carrément trompé, on va être dans le rouge à gauche. Et je sais pas si on le voit bien parce que j'ai pas très bien zoomé, je crois que je vais faire une image un peu plus grande, désolé. Et sur ce bouton, on a non seulement la difficulté, mais aussi l'intervalle avant laquelle cette carte va réapparaître. Et donc les cartes plus faciles vont mettre plus de temps à réapparaître, donc revenir moins souvent, et les cartes plus difficiles vont revenir plus fréquemment. Et ainsi, cette application trie les notions dont on a besoin de travailler plus souvent, en écartant celles où c'est trop facile, où on va juste faire un petit rafraîchissement de mémoire de temps en temps, et en ciblant là où on a besoin de travailler plus fréquemment. Et je témoigne que on fait des progrès très rapidement avec cette application, à condition, ça c'est le maître mot pour que ça marche, c'est que on sera régulier là-dessus en la travaillant un peu chaque jour, mais le fait de travailler chaque jour rend les sessions beaucoup plus rapides, puisque tout ce qui n'a pas été fait aujourd'hui sera à faire pour le lendemain, et tout ce qui n'a pas fait ni aujourd'hui ni le lendemain va s'accumuler encore les jours suivants, et plus on en fait chaque jour, moins il y en aura pour le lendemain. Et finalement, chaque session dure en vrai en moyenne 5 minutes, 3 minutes en grand max. Le temps de, voilà, en transport en commun, on attend, on fait la queue derrière la caisse, ou on fait chauffer son plat ou son thé, voilà, ça se trouve assez facilement. Voilà. Et de plus, comme on a énormément de paramètres à prendre en compte en tant qu'arbitre, si on pouvait éviter de perdre du temps sur le terrain à réfléchir, attends, cette situation, j'ai décidé que c'était un retardement de jeu, mais le livret de règles dit que c'est quoi, c'est un carton jaune, c'est un carton rouge, je m'en souviens plus. Si on pouvait éviter de perdre du temps là-dessus, voilà, c'est pour des questions faciles, voilà, c'est toujours ça de prix, que ce soit voilà, sur le terrain ou d'abord dans une étape intermédiaire pour passer ces certifications. Voilà. Avant que je passe à la suite, est-ce que vous avez des questions? Vous voulez rajouter quelque chose? La parole est à vous. Ouais, j'ai 2 points. Le premier, parce que j'ai déjà utilisé Ankylroid pour apprendre du vocabulaire, et c'est vraiment top comme application. Donc je te rejoins dans la recommandation. Vous m'entendez là? J'ai plus de retour. Ah oui, on a entendu. Merci pour ton partage. Ok. Compris. Et deuxième question sur l'évolution du livret de règles. Je comprends qu'il est repris régulièrement. Et la question du coup de nouveau, il est repris pour clarifier des points où il y a vraiment des grosses évolutions de règles encore assez régulièrement. Il y a des grosses évolutions de règles parce que ce sport est jeune. Rappelons-nous qu'il est né en 2003 et n'a donc qu'une vingtaine d'années d'existence, quand les autres sports ont des décennies, voire des siècles, donc ils ont bien maturé. Et là, on est dans la recherche pour pouvoir bien fixer l'équilibrage du jeu, avec cet aspect inédit d'avoir 4 balles sur le terrain, et aussi au niveau de la sécurité pour les joueuses, qui s'inspire beaucoup du rugby au niveau de ses plaquages, mais qui a un aspect un peu inédit avec le balai. Donc c'est pour ça qu'il y a très régulièrement ces changements dans ces premières années. Voilà, faut pas oublier que ce sport est très jeune et a encore besoin de temps pour se stabiliser, trouver ses remarques. Euh, En fait, il y a des comités qui se réunissent régulièrement entre joueuses et arbitres pour pouvoir statuer, faire des retours sur ce qui a été constaté sur la dernière saison,
est-ce que les nouvelles règles qui ont été implémentées, elles sont bien, quels sont les problèmes qu'on a constatés, quelles règles on pourrait rajouter ou supprimer afin de corriger tout ça. Donc c'est encore en pleine évolution, et c'est pour ça qu'on a régulièrement, tous les 2 ans environ, ces mises à jour-là. Ok, merci. Avec plaisir. Je précise aussi où est-ce qu'on peut attraper ces paquets de cartes en Kidroin, parce que là je vous ai présenté le fonctionnement de l'application, mais je me suis embêté à créer des paquets de cartes qui peuvent être récupérables. Alors d'abord dans le serveur Discord, tout ce que je vous ai présenté dans ces diapos là est ici dans le salon ressources. Voilà, dans les messages épinglés, donc on a tout qui est décrit ici, voilà, les livrets de règles, la vidéo de Maxime Grazini sur les règles de 2022, et le paquet de cartes en Kidruin, avec voilà, les paquets qui peuvent être téléchargés ici, donc les signaux d'arbitre pendant leur langage gestuel et les pénalités. Et une fois qu'on les a téléchargés dans son appareil, on ouvre l'application. En haut à droite, on a 3 petits points sur lesquels, ah voilà, on le voit ici, là, 3 petits points sur lesquels on clique importer, et on importe ces 2 paquets pour pouvoir en profiter. Donc tout est là pour dans ce serveur-là, arbitrage de Quad Ball. Et si jamais vous êtes en train de regarder la rediffusion et que vous n'êtes pas encore dans ce serveur, il est également disponible dans le serveur de la FQF, dans le salon arbitrage. Et je crois qu'il n'y a pas besoin de remonter bien loin. Ouais, voilà. Voilà, 7 avril 2023. On a les paquets de cartes en Kidroid. Voilà, voilà. Si vous n'avez pas d'autres points soulevés, je propose de passer à la suite. On va pas tarder à terminer d'ailleurs. Alors ici, ah oui, j'ai prévu différentes situations. Alors, pif paf pouf patapouf, voilà, ici, comme ça. Alors je me suis prévu un bac à sable pour pouvoir faire des schémas et des flèches et des bonhommes et des pions, voilà, pour pouvoir illustrer nos propos. Donc là, j'aimerais revenir sur le rôle de AR. On avait vu tout à l'heure, on avait parlé de son rôle de ramener des balles sur le terrain qui est moins prioritaire que celui de surveiller le jeu. Mais lorsqu'il arrive qu'une balle sort du terrain, on a une règle qui a son importance, et on va voir ce qu'elle dit. Donc, lorsqu'une balle sort du terrain, s'il s'agit de la balle qui marque le but et qui suit par exemple cette trajectoire, voilà, elle part d'ici, elle coupe le terrain ici et voilà, elle s'enfuit là-bas. Cette balle là, excusez-moi, voilà, je vais faire comme ça. Là on est d'accord. Voilà. Cette balle là qui marque les buts doit être remise en jeu par le point où elle a quitté le terrain. Mais s'il s'agit de la balle de dodgeball, la règle diffère et elle doit être remise sur le point le plus proche où elle a été récupérée. C'est-à-dire que si elle décrit une trajectoire un peu similaire, genre elle quitte le terrain comme ça, la balle de dodgeball ne va pas être remise sur le terrain, mais si elle a été récupérée ici, on va sur une... mince. On va suivre cette trajectoire-là. Est-ce que vous voyez les pointillés là qui se dessinent verticalement? On suit cette trajectoire-là pour ramener la balle sur le terrain le plus rapidement possible. Donc, en fait, on ne regarde pas du tout, on se fiche complètement par où la balle est sortie. Le but de cette règle est de la ramener le plus rapidement sur le terrain.
Et afin de comprendre cette règle, il faut saisir que ce sport de dingue à 4 balles a un équilibre fragile qui repose sur la présence de 3 dodgeballs pour 4 battereuses. Et dès que ce, ce déséquilibre est chamboulé, que ce soit une batteuse qui est absente dans la zone de pénalité, parce que dans la zone de pénalité par exemple, ou parce qu'une balle est trop longtemps hors du terrain, tout de suite le jeu bascule et ça devient beaucoup plus compliqué ou beaucoup trop facile pour l'une des deux équipes par rapport à l'autre. C'est pourquoi on veillera à ramener la balle le plus rapidement possible sur le terrain et non pas la remettre sur le point de jeu ici. Et pour illustrer mon propos, je raconte une situation qui ressent pas du tout le vécu. Imaginons par exemple que je sois dans un match aux enjeux importants du genre qualification pour la Coupe d'Europe et je suis en train en tant que batteuse, je suis en train de sortir du terrain pour récupérer la balle sortie et l'arbitre me dit de faire mon détour pour aller la remettre sur son point là où elle est sortie. Je ne proteste pas parce que je ne souhaite pas me prendre le carton jaune pour contester les directives arbitrales, donc j'obéis. Mais à cause de ce détour, je perds du temps pour ramener la balle sur le terrain. Et pendant ce temps-là, ma pote... Ma pote Jessica, qui était juste ici, était en train de faire la bagarre avec l'adversaire là pour récupérer notre balle en attaque. Et pendant que je faisais tout mon détour ici en suivant son chemin à lui, en ramenant sur le point ici avant de revenir aider ma pote, la bagarre était terminée, je suis arrivé bien après la bataille. Et alors que j'aurais pu directement aller l'aider ici. Fort heureusement, Jessica est trop forte, elle avait gagné sa bagarre avant que j'arrive, mais j'aurais eu grave le seum si on avait perdu cette récup à cause du retardement de cette balle sur le terrain. Voilà. Est-ce que vous souhaitez réagir là-dessus ou profiter de ce bac à sable pour illustrer d'autres points de règle? Très bien. Eh ben, si c'est bon pour vous, alors il y a un petit S à la fin de la situation parce que j'en ai vite prévu plusieurs, mais je vois qu'on arrive à la fin qu'on s'était prévu. J'avais prévu aussi de prendre des... Ah voilà, ici. Différentes questions de mes tests pour se faire des exercices un peu comme dans des annales d'examen. Est-ce que vous voulez qu'on en prenne quelques-unes si vous voulez en prendre le temps, ou comme il est déjà 16 heures passées, est-ce que vous voulez vous en tenir là et on verra ça pour une prochaine session? Que préférez-vous? Ouais, je me permets, du coup, comme j'écrivais au début, mon ambition est pas tant d'être capable d'arbitrer pour l'instant. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il existe un rulebook light? Parce que, enfin, disons qu'en première approche, s'envoyer les 150 pages, c'est un peu raide. Il y a quelque chose pour Alors, avoir un peu plus que les quelques discussions qu'on a sans aller jusqu'à lire tout le rulebook? Oui, en fait, ce que je prévoyais pour éviter justement de se taper tous les 143 pages, Alors, à terme, pourquoi pas, mais en fait, je prévoyais justement de faire de voir ces petits exercices, enfin ces différentes questions où on a une situation et on regarde comment est-ce qu'on réagit
Et à côté, je notais des petits passages du livret qu'on étudie au fur et à mesure. Et ainsi, au lieu de se taper 143 pages à lire de A à Z, on regarde ça en fait, on découvre le livret de règles petit à petit, au fur et à mesure des situations concrètes qu'on découvre au fur et à mesure. Tu vois. Donc, est-ce que je pense que ça pourrait être mieux de le faire par petits bouts, tu vois. Ça. Du coup, Guillaume, pour répondre à ta question, malheureusement pas sur le rulebook actuel. Après, le document qu'avait fait Dmitri, justement, enfin, que tu peux trouver dans le canal Noël Trollune, je crois, Je peux l'afficher. où il y a plus de règles, justement, pour le coup, est pas mal adapté. Et après, je crois qu'on avait fait des FAQ en termes de règles, mais enfin, il faudrait que je te recherche ça. Et ensuite, ce que tu peux regarder aussi, c'est les appendices du rulebook. Notamment, tu en as un qui donne des définitions, les définitions des termes, ce qui peut être assez intéressant pour commencer. Euh, et éventuellement, qui te donne aussi, enfin, tu peux regarder le... Ouais, donc l'appendice définition, l'appendice aussi qui explique les différentes pénalités, je pense qu'il peut être intéressant. Et puis après, tu peux regarder le sommaire et puis voir les choses vraiment principales, tu vois. Enfin, sans rentrer après, enfin, sans lire tout de suite, genre toutes les pages, parce que effectivement, pour l'instant, ça te sert à rien de savoir précisément, genre, enfin, quelle faute correspond à quelle pénalité ou quoi. Mais par contre, savoir par exemple les principes généraux des contacts ou enfin ce genre de choses-là, ça peut être ce qui peut être intéressant pour toi. Ouais, ok. Voilà. Je pense que j'ai téléchargé la version d'avant, la 2020. Et ouais, quand tu commences à lire, ça va assez loin parce que quand tu joues, finalement, le carton que tu prends, c'est pas essentiel. Par contre, de savoir comment les changements doivent être faits, c'est intéressant pour être sûr de pas faire Oui, l'erreur le jour où tu joues. Et oui après, ouais, enfin voilà, ça, la question, c'est un document un peu officiel orienté plus joueur qu'arbitre, quoi. Même si j'imagine que c'est assez logique que ce soit le même document, mais ouais, ouais, ouais. pour avoir des bases assez rapides, mais ok. Les deux réponses me vont, hein, de piocher, de voir les documents internes et d'assister aux différentes ateliers Et pour faire après, le bouquin petit à petit. Hein. ouais, c'est ça, parce qu'avant les compétitions, souvent, on a aussi un petit atelier sur les procédures principales, et où tu peux aussi poser tes questions à ce moment-là. Bah, moi, je dirais au contraire qu'il faut pas hésiter à le poser en entraînement parce que je pense que c'est un trou noir. Enfin, ça devient un angle mort, entre guillemets, pardon. Parce que tout le monde se dit que c'est acquis pour tout le monde aussi. Et je pense que c'est pas le cas, que ce soit pour les nouveaux et nouvelles ou même en fait des personnes qui sont là depuis plus longtemps mais qui oublient ou sont moins rigoureux sur certaines choses. Donc je pense que c'est aussi important de réalerter en entraînement là-dessus pour que, enfin, ça prend pas non plus très longtemps, mais on se le redise et on le repratique, quoi. Et je pense que notamment la procédure de changement, euh, on pourrait être plus carré là-dessus. Voilà, c'est mon illustration. Ouais, je prends ça comme exemple parce que c'est au début du rulebook et c'est en le lisant, je me suis dit ah ouais, c'est quand même vachement plus compliqué que que de juste se taper dans la main en sortant du terrain. J'imagine Ouais. que ce genre de subtilité arrive à tous les niveaux, donc Oui, et puis en fonction de certains ou certaines arbitres, on n'est pas sanctionné de la même manière. Et notamment l'année dernière, on s'est fait énormément sanctionner sur la procédure de changement. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir éviter de subir ça en match. Donc autant le travailler à l'entraînement. Oui, et à la fois, enfin, je te fais un peu une réponse, nuancée, mais normalement, un bon arbitre, c'est aussi différencier, enfin, comme on disait tout à l'heure, l'esprit du rulebook de la lettre, au sens où, ben, ce qui est prioritaire, c'est aussi que ce soit, équilibré pour les deux. Et d'ailleurs, si à un moment tu te retrouves à arbitrer même pour dépanner ou quoi, enfin, même en entraînement, et je t'encourage d'ailleurs à le faire, c'est plus important d'appliquer les mêmes choses aux deux équipes, par exemple, que de maîtriser parfaitement telle procédure, de pouvoir la réciter.
Et après, ce qui est important, comme on dit, c'est de comprendre aussi l'esprit. Typiquement, sur le changement, de comprendre que si tu enlèves ton balai avant d'être sorti du terrain, du coup, en fait, un joueur sur le terrain sans balai, c'est un joueur qui est hors jeu et qui doit aller faire sa procédure de retour aux anneaux. Tu vois, c'est en ça que je veux dire que ce qui est important, c'est aussi de comprendre l'esprit. Et du coup, de ça te permet de comprendre après pas mal de trucs. Et typiquement, sur la procédure de changement, elle n'a pas été faite n'importe comment, elle a été faite pour garantir un certain nombre de trucs. Du coup, voilà, en gros, si tu comprends par exemple que quand t'es en balai, quand t'es sur ton balai, t'es en jeu, quand t'es pas sur ton balai, t'es hors jeu, ça veut dire aussi que si t'es dans la zone de sub sur ton balai, en fait, ça veut dire que t'es en infraction. Parce que normalement, t'as rien à faire en dehors du terrain si t'es sur ton balai. Tu vois ce que je veux dire? En fait, comprendre ce. Ah ouais, non, mais j'ai lu le rulebook et tout fait sens, hein. Quand tu le lis, tu comprends pourquoi les règles ont été écrites comme ça. Mais, Voilà, mais du coup, par exemple, je m'étais jamais posé la question. Je pensais que tu pouvais changer de couleur de bandeau en étant sur le terrain pour dire, un tel passe gardien parce qu'on a fait un changement. Tu dis, non, en fait, dès que tu veux changer de bandeau, il faut que ça se fasse en dehors du terrain. Enfin, tu découvres plein de questions que tu t'es jamais posées et qui sont pas centrales au début, quoi. Mais, oui, voilà, c'est ça, mais oui, tout à fait. Et pour répondre à ta question, Dimitri, moi j'ai encore un quart d'heure si besoin. Si tu veux faire Alors, des ateliers de questions. pour compléter le proposition Ah, document de Alice, alors en effet, je peux fournir volontiers ce document-là qui récapitule le quad ball, comment ça se joue. Bon. Au niveau de Anki Druid, avec la liste des fautes par type, je ne suis pas du tout embêté, j'ai juste repris cette annexe C là, juste copier toutes les fautes ici, enfin toute cette annexe C. Donc celle-ci est dans l'application Anki Druid avec le paquet de cartes pénalité au quad ball. Voilà, ce qui sera plus facile à retenir. Voilà. Et sinon, pour le début, ouais, si tu veux, on peut cibler les passages à lire en recherchant moins à être arbitre, mais plus bien jouer. Oui, en effet, la procédure de remplacement qui peut vous intéresser. Ça, tout le chapitre 2, c'est plutôt pour l'organisation du tournoi, donc ça va pour l'instant peut-être moins t'intéresser. Au niveau des procédures, alors il y a beaucoup de protocoles qui concernent le HR, mais aussi les joueuses. Il est important de savoir qu'est-ce qui se passe à quel moment et surtout qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qui nous est interdit à quel moment. Donc, je t'invite à lire aussi le chapitre 3. Le chapitre 4, c'est plus de la procédure arbitrale pour savoir, pour déterminer si c'est valide ou pas. Pour les joueuses, ça se résume surtout à est-ce qu'on est beat before ou est-ce que les contacts ont été réalisés correctement avant ou pendant les possessions de balles. Je résume très grossièrement, hein, mais c'est pour dire que ça ici, ça va peut-être un peu moins t'intéresser. Ça c'est très important en tant que batteuse, mais si je me rappelle bien, Guillaume, tu joues plus pour, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Bon, je ne suis pas en train de dire t'es batteuse, tu le lis, t'es pas batteuse, tu le lis pas, mais moi en fait si j'ai envie de lire, les monter ici, en fait les trois premiers et les quatre premiers points là. Les quatre premiers points, ça va être surtout pour tout le monde. Ça, c'est le troisième dodgeball, c'est une règle très spécifique pour les battereuses, qui est la clé de voûte de l'équilibrage du jeu, avec l'histoire des 3 balles sur le terrain pour 4 battereuses. C'est autour de cette règle-là que s'articule l'équilibrage de ce jeu-là. Voilà. Après, t'es pas obligé de tout détailler. Ma question, c'était est-ce qu'il y a un document qui existait déjà, puisque ça m'aurait fait gagner du temps, mais je peux parcourir en sommaire et essayer de voir ce qu'il faut cibler. Hein. Je saurais faire ça.
Si par contre pour les bourses, le chapitre 7, tu souhaites savoir ce qui se passe. Vraiment, le chapitre 7, lis-le. Je vais faire ça. Le 8, ben, si tu veux jouer attrape-heureuse ou porteuse de flag, volontiers. Voilà. Et les pénalités, c'est un peu long, mais au moins le premier point, surtout les premiers points. Les autres, ça va plutôt être pour les arbitres de HR, les AR et surtout les timekeepers que scorekeepers, nos arbitres de temps et de score. Mais en tant que joueureuse, lis le premier point. Je me fais juste. Ouais. Ouais. Oui, lis juste le premier point pour le chapitre 9. Voilà. Bon, chapitre 10, on présente les arbitres. Ouais, ce qui est moi, ton objectif à part aujourd'hui. Qui sait plus tard, pourquoi pas. Voilà. Ouais, step by step. Ça marche. Bon, je pense qu'on peut s'en tenir là pour ce premier atelier. Les prochaines fois, on pourra utiliser un peu plus Bac à sable que je me suis créé là, pour pouvoir parler de situations, illustrer des procédures, des protocoles, tout ça, utiliser ces schémas-là. Et on va regarder aussi des captures d'écran que j'ai faites de mes précédents tests afin de travailler ces différentes questions. Ce qui va faire ressurgir des situations, comme tu l'as dit, auxquelles on n'avait pas pensé. Ah ouais, c'est vrai que ce cas de figure se peut se présenter, mais du coup, comme j'ai pensé, je fais comment pour réagir, tout ça, tout ça. Donc, dans un premier point, surtout un point de vue de arbitre, mais ça peut aussi nous intéresser en tant que joueureuse pour savoir quelles pénalités vont m'être infligées si je suis coupable de cette faute, et donc comment je vais faire pour éviter de commettre cette faute. Voilà. Et bien sur ce, merci à tous d'avoir participé à ce premier atelier. J'espère que ça aurait été assez clair, que j'ai bien choisi mes termes, que mon diapo vous a plu, et j'espère vous retrouver là pour un prochain atelier, afin de devenir de très bonnes joueuses et arbitres au football. Ben, merci à toi pour tous les efforts. Avec plaisir. Et bien sur ce, à bientôt.